assez d'importance sur les troubles mentaux ou alors maladies mentales. Selon le dernier atlas de l'OMS, un seul psychiatre exerce pour 500 000 habitants, un taux beaucoup trop inférieur à celui qui est recommandé. Chers téléspectateurs de Canal de Vie, bienvenue à notre émission Allo Docteur. Aujourd'hui, nous sommes à la clinique Edimer de Bonaprizeo. Nous sommes allés à la rencontre du docteur psychiatre Togem Guy Michael, ou alors Michael, comme on dit souvent en anglais. Bonjour docteur. Bonjour Janine. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Aujourd'hui, nous parlons avec vous des maladies ou alors troubles mentaux. Vous êtes un spécialiste dans ce domaine. Oui, en effet. Nous allons commencer par la définition du psychiatre. Qui est le psychiatre? Bon, un psychiatre, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans le mental. Donc, comme un cardiologue se spécialise dans le cœur et les vaisseaux. Donc, maintenant, si on veut être plus spécifique, on se reconnaît à 3 fonctions principales. La première étant la sensibilisation et la prévention, comme ce qui est fait ici. La deuxième fonction étant de guérir les cas incidents de maladies mentales. Et troisièmement, on participe aussi de la recherche afin d'améliorer la qualité des services pour la population. Vous l'avez très bien compris. Alors, il y a un phénomène qui dit pas, ou alors il y a quelque chose qui dérange certaines personnes en ce qui concerne la différence entre un psychiatre et un psychologue. Bon, s'il faut donner la différence, déjà comme je le disais tantôt, le psychiatre c'est un médecin. Ça veut dire que j'ai d'abord été médecin généraliste avant de me spécialiser en psychiatrie. Bon, on peut être psychologue sans être médecin. Donc c'est ça la différence fondamentale. Maintenant, cette différence-là, elle a des conséquences. La première conséquence, c'est que c'est le psychiatre qui est habilité à poser des diagnostics en psychiatrie ou en santé mentale, du moins des diagnostics cliniques. Et la seconde étant que c'est lui le seul habilité à prescrire des médicaments, parce qu'il faut être médecin pour manipuler des médicaments. Et après ça, maintenant, le cursus du psychiatre fait que c'est lui le chef de l'équipe de santé mentale et qui organise très souvent les démarches thérapeutiques. Maintenant, la compétence particulière que le psychologue apporte, c'est que, habituellement, dans ce cas précis, on va parler des psychologues cliniciens qui font des psychothérapies. Donc, le psychiatre, lui, soigne avec 3 outils principaux: la parole, le médicament et ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie. Maintenant, le psychologue, il est plus outillé que le psychiatre aux psychothérapies. Maintenant, si on peut dire, il y a des nuances, mais grosso modo, c'est ça. D'accord, docteur, je pense que c'est assez clair parce que les psychologues, je pense qu'ils parlent beaucoup plus avec oui, c'est patients. plus une thérapie basée sur la parole. Et le psychiatre, bon, intervient à tous les niveaux: parole, médicaments, électroconvulsivothérapie. Donc, c'est ça. En 2019, selon l'OMS, 280 millions de personnes présentaient une dépression, dont 23 millions d'enfants et adolescents. Qu'est-ce qui expliquait cela? Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait d'abord revoir les causes de la dépression. Ok? Oui. Donc, la dépression a aussi des facteurs génétiques. Donc, il y a des gènes qui prédisposent à la dépression. Donc, par conséquent, on peut comprendre très bien qu'un enfant, même à l'âge de 5 ans, fasse une dépression. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'expérience qu'on a du vécu, comme les gens le pensent souvent. Okay? Si on a des gènes qui prédisposent à une maladie, on est avec ces gènes. Donc, à tout moment, ces gènes peuvent s'exprimer et on développe la maladie. Alors, c'est héréditaire, ça peut être héréditaire? Non, il faut bien comprendre. Okay? C'est vrai que ce qui est héréditaire est génétique, mais ce qui est génétique n'est pas forcément héréditaire. En psychiatrie, habituellement, quand on parle de génétique, ça veut dire que les gènes sont là dans la famille. Et à tout moment, quelqu'un de la famille peut faire cette maladie-là. Ou alors, parce qu'on a ces gènes-là, on a plus de chances de faire cette maladie-là qu'une personne qui n'a pas ces gènes. Plus de chances. Pas pour dire qu'il y en a qui sont immunisés contre la maladie, non. Donc, ça peut survenir à tout moment dans la vie. D'où ça peut survenir chez les enfants. Mais il faut aussi reconnaître que les adolescents présentent certaines particularités. C'est que ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, en l'occurrence la dépression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux,
sont fréquents dans l'adolescence à cause des changements hormonaux. Bon, on ne va pas dire vraiment à cause, on suppose, de par la connaissance qu'on a actuellement de la chose, que c'est dû aux changements hormonaux qui surviennent dans l'adolescence, en l'occurrence la puberté, qui serait un terrain propice pour la survenue de ces troubles de l'humeur. Docteur, quand on parle par exemple de 2019, on sait que c'était une année assez mouvementée par la COVID-19. Est-ce que ce n'est pas dû à ça ou d'où le nombre ou le sous-nombre de ces gens? Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que 2019, c'est quand la Covid a commencé. Donc, on ne peut pas forcément dire que les cas de 2019 étaient dus à la Covid. Mais par contre, oui, on a observé, surtout en 2020, qu'il y a eu une nette augmentation des troubles de l'humeur et des pathologies mentales. Et, bon, sachant que bien sûr, le trouble de l'humeur, ça fait partie des pathologies mentales. Donc maintenant, oui, la Covid y a contribué de plusieurs façons. Okay? À la fois, de par le fait que ça a créé tout un climat qui était très stressant, ça a créé un durcissement économique qui était une source de stress supplémentaire. Voilà, oui. Et donc, ce durcissement économique n'a pas des mécanismes nombreux à entraîner des souffrances, d'où la survenue de maladies mentales en plus. Donc c'est un peu ça. Quand on parle de dépression, essayez un peu de nous, qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un dans la dépression? En fait, on va dire quoi? Il y a 3 éléments qui entrent en jeu. Le premier, il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité. Nous tous, on n'a pas la même susceptibilité de souffrir de dépression. Par exemple, là, on a la crise du nozo. Il y a des gens qui sont sortis de là, ils n'ont pas de problème. Il y en a que, même rien qu'à entendre que c'est comme si la guerre va commencer, ils ont piqué une crise. Donc, on n'a pas la même susceptibilité. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mais tendant à la susceptibilité, là, ça peut être effectivement ces gènes-là de la dépression là, qui nous fragilise. Et l'autre aspect qui entre, deuxième aspect en fait qui vient après, c'est notre capacité à gérer le stress. Parce qu'on peut avoir la même susceptibilité, mais j'ai un bon ami qui m'aide à vider mon sac. Toi, tu n'as personne à qui parler. Donc dès que le stress arrive chez toi, ça t'assomme. Moi, comme j'ai un ami avec qui j'échange, comme j'ai des loisirs, comme j'ai d'autres activités pour me récréer, ça fait que je tolère mieux le stress, bien qu'on ait les mêmes vulnérabilités génétiques. Et après, maintenant, il faut bien entendu tenir compte du stress en question. Celui qui n'a pas de stress a moins de chances de faire la maladie. Donc, il y a ce facteur environnemental-là qui peut être un facteur déclencheur de la maladie. Donc, c'est une dynamique entre les trois-là. La survenue d'événements stressants, le terrain qui nous outille quant à la probabilité ou la vulnérabilité qu'on a, et après notre capacité, de par notre attitude et les mécanismes qu'on met sur pied, à gérer ce stress-là, afin que ça ne se décline pas sous forme de maladie mentale ou de dépression. Docteur, il y a un autre trouble qu'on appelle bipolarité. Et bipolarité, parce que parfois on se dit bipolarité, est-ce que c'est vraiment ce que nous on pense? C'est-à-dire, tu changes la vie, tu dis quelque chose et tu dis son contraire. Est-ce qu'en psychiatrie, c'est aussi ça? Bon, il est déjà vrai que quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires se présenter ainsi, mais pas que ça. Donc, fondamentalement, un trouble bipolaire, quand on dit bi, en fait, déjà, il faut savoir, c'est un trouble de l'humeur. L'humeur, c'est quoi? L'humeur, c'est comment je me sens. Je peux être content, triste, fâché, en fonction des circonstances de la vie. Maintenant, quand on dit trouble bipolaire, ça veut dire que ces fluctuations entre ces humeurs de fâché, content, triste, là, sont devenues problématiques. Et dans problématique ici, on entend exagéré. Donc, trop fâché, trop content ou trop triste. Et qu'est-ce que ça donne donc? On a affaire à quelqu'un qui, lorsqu'il est fâché, peut détruire la maison, percer le mur, brûler la maison. Quand il est content, il part, il vide son compte bancaire, il partage à tout le monde. Il voit un inconnu, il devient son meilleur ami. Il rit aux éclats, même sans que personne ne l'ait stimulé. Il se sent hyper puissant, il se sent même Dieu à la limite. Et quand il est triste, il va carrément vouloir se suicider. Ça, c'est la même personne. Donc, quand on dit donc bipolaire, en fait, c'est pour dire que c'est pour dire bi, c'est pour dire deux. Polaire, c'est pour dire extrémité. Donc, c'est pour souligner le fait que c'est un trouble de l'humeur où la personne varie entre deux extrémités. Où il est trop en haut, qui inclut trop content ou trop fâché, et après trop en bas, qui inclut trop triste au point même de vouloir se suicider.
Alors ça peut arriver, la personne peut être triste juste pour rien. Oui, ça peut sembler être pour rien. Ça veut dire on ne voit pas ce qui le rend triste. Ou alors ça peut être, il peut avoir raison à ça, mais c'est juste que la tristesse est disproportionnée. Et nous avons des troubles comme les troubles post-traumatiques, les troubles anxieux. Est-ce que tous ces troubles-là, ça peut amener le patient au suicide? Trouble post-traumatique, oui, la réponse est oui. Ça peut le faire. Et comment, parce que parfois on se demande comment est-ce que quelqu'un qui était assis là, d'un moment à l'autre, il décide d'aller se prendre la corde et finir avec sa vie. Bon, en fait, il faut déjà comprendre les mécanismes, justement les mécanismes qui conduisent au suicide. Ok. Il y a deux mécanismes principaux. Le premier mécanisme, c'est celui qui se suicide ayant fait exprès. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont pour intention de se mutiler, par exemple. Non, pas ça. Se mutiler, par exemple. Ok. Donc, il fait un truc. Tout ce qu'il voulait, c'était, peut-être, peu importe la raison, peut-être même pour attirer l'attention, mais il fait un truc, n'ayant pas pour intention de se tuer. Ok. Et quand il le fait, il savait que ça le tue. Donc, il s'est quand même suicidé, mais ce n'était pas le plan au départ. Ok. Maintenant, il y a un autre qui va avec l'intention vraiment de mourir. Mais malheureusement, quand on arrive et qu'on trouve le corps, on ne peut pas savoir si c'était voulu ou pas. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres mécanismes pour voir clair dans ça, mais ce n'est pas évident de vraiment distinguer si c'était voulu ou pas. Donc, maintenant, si on parle de ceux chez qui l'acte est voulu, habituellement, c'est deux choses. Soit on a planifié, ce qui est surtout le cas de ceux qui souffrent de dépression unipolaire ou bipolaire, on va un peu laisser la complexité là, ou alors dans les cas de troubles anxieux ou de stress post-traumatique, ça se fait de façon impulsive. Donc ça veut dire quoi? On a quelqu'un qui souffre, peut-être parce que dans un trouble anxieux, il a une peur excessive, son cœur se met à palpiter, il a chaud, ses pieds tremblent, et la peur l'envahit. Et dans un sursaut de vouloir échapper à cette peur-là, il envisage l'idée de mourir, parce que la peur est de trop. Et à ce moment-là, il n'a pas la présence d'esprit d'évaluer le risque de la mort, parce que vraiment, c'est... Quand il dit même il envisage l'idée de mourir, c'est même pas ça. C'est juste que mourir lui traverse l'esprit, comme échappatoire à cette souffrance-là, et il bondit dessus. Donc vraiment, ça se fait de façon impulsive. Donc, quand on dit que qu'est-ce qui lui a passé, qu'est-ce qui lui a traversé l'esprit, parfois ça peut sous-entendre qu'il a réfléchi avant de le faire. Non, ça se fait de façon impulsive. Et la plupart des suicides, en fait, se font de façon impulsive. Ça veut dire qu'on n'y pense pas. On est là, on souffre, ça se présente comme voie de sortir la souffrance, et parfois on bondit. Maintenant, il y a certains cas où on y pense, comme ça peut être très souvent le cas, surtout dans la dépression. Et dans ces cas-là, on est dans un schéma de souffrance, et on est intimement convaincu que mourir serait la solution. Là, maintenant, on raisonne d'après des schémas pathologiques, où on se dit intimement que mourir serait la solution. Et dans ce cas-là, donc, on prend la décision de faire ce qu'il faut pour mourir. Et souvent, chez ces patients-là, on va observer que le gars prépare son coup, il laisse une lettre de revoir, il se place à un endroit où il est sûr que personne ne va venir le gêner pour faire rater son coup. Et paf, il passe à l'acte. Et parfois, ils vont même dire à certaines personnes que, bon, comme tu vois là, si tu ne me vois pas, sache que je vais en paix, on n'a pas de problème entre nous, des trucs comme ça. Et oui, c'est ça en fait. Et est-ce que l'environnement influence des personnes à avoir ces troubles? Oui, la réponse est oui. La réponse est oui. L'environnement, par exemple, quand on parle de l'environnement, durant la Covid, c'est principalement l'environnement qui a fait que les taux de suicide augmentent, qui a fait que les taux de dépression et de troubles anxieux augmentent. En fait, qui a fait que les taux de maladie mentale augmentent. Pourquoi? Parce que la Covid a créé un environnement social à la fois stressant, de par la peur que les gens avaient de la Covid, et aussi, ça a créé un environnement socio-économique difficile. Beaucoup de personnes ont perdu des boulots pendant la Covid. Ça fait que quand un homme n'a pas de revenus, il est à la maison, ça augmente des conflits à la maison. Par exemple, il y a des pays où on a enregistré des divorces records juste après les confinements. Donc, ça montre quand même que ça entraîne des tensions sociales, et toutes ces tensions-là sont des sources supplémentaires de stress qui peuvent, de par ces mécanismes sociaux-là et environnementaux-là, entraîner une maladie mentale. Il y a un phénomène que j'ai observé récemment.
depuis 2023, j'observe un phénomène d'augmentation de folie. Est-ce que ces troubles peuvent conduire à la folie, la perte de raison totale? Oh, déjà, je crois qu'il va falloir clarifier le thème folie. Ok? C'est pas un thème médical. Pas du tout. C'est vrai que ce fut un thème médical à l'époque, mais aujourd'hui, vraiment, on n'utilise plus ce thème-là. Donc, personnellement, bien que je ne sache pas ce que les gens... Bon, disons que je préfère dire que je ne sais pas ce que j'appelle folie, bien que je comprenne ce qu'ils veulent par là dire. Donc, maintenant, habituellement, ce qu'on qualifie par folie, ce sont des maladies mentales sévères. Ok? Dans les maladies mentales sévères, ça peut aussi être une dépression. Et donc, c'est déjà de ça qu'on parle. Ok? Et dans les maladies mentales sévères, en fait, il y a principalement 4 maladies. Il y a la dépression, il y a les troubles bipolaires, il y a la schizophrénie et il y a l'épilepsie. Ok? Pour l'épilepsie, on va un peu exclure ça ici, mais pour les 3 autres, effectivement, tout cet environnement-là peut conduire à cela. Okay? Parce que la dépression, on en a longuement parlé, les troubles bipolaires et la schizophrénie ont une certaine particularité plutôt. Eux, on va dire ça comment? C'est une maladie qui est plus ou moins présente parce qu'elle est principalement génétique. Ces deux-là. Je parle là du trouble bipolaire et de la schizophrénie. La schizophrénie, habituellement, c'est ceux-là qu'on va voir manger dans la poubelle en route, marcher nu, des trucs comme ça. Les troubles bipolaires, c'est surtout ceux qu'on va voir attachés dans les maisons ou fermés dans les cases de la maison parce qu'on dit qu'ils sont très violents et que leur crise, quand sa crise vient, on est obligé de l'attacher. C'est ce qu'on entend souvent. Ou alors, bon, en fait, en gros, c'est ça. Donc, ces cas-là, effectivement, les stress peuvent déclencher, mais c'est beaucoup moins que les autres. Le stress, il contribue beaucoup moins que les autres. C'est principalement génétique. Et aussi, il faut rappeler, ça se soigne. Alors, vous dites que la schizophrénie, ça peut se soigner. Oui, ça se soigne. Parce que dans les rues, on rencontre tellement de schizophrénie. Schizophrénie, merci docteur. Et on se demande comment est-ce qu'on peut faire pour les conduire dans un centre psychiatrique parce que selon les recherches, c'est l'une des maladies les plus dangereuses. Parce que les personnes sont un peu impulsives, brutales. Non, en fait, disons que malheureusement, quand vous voyez le patient en route, c'est difficile de savoir d'emblée de quoi il souffre. Mais la vérité, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, les patients en psychiatrie ne sont pas plus violents que le reste de la population. Pas du tout. Maintenant, ça c'est en moyenne générale. Maintenant, on connaît quand même qu'il y a des diagnostics où le patient peut vraiment être violent. En l'occurrence, le trouble bipolaire. Mais dans la schizophrénie, les patients schizophrènes, si il est vraiment violent, c'est déjà pas commun qu'il soit violent, mais même quand ils sont violents, c'est vraiment en réaction à quelque chose. Ils ne sont pas spontanément violents. Donc maintenant, peut-être que les gens vont les aborder, ils ne vont pas savoir s'ils prennent des trucs comme ça là. Mais toujours est-il, le drame ou le grand malheur qu'il y a dans les maladies mentales, surtout les maladies mentales sévères, c'est que le patient ne sait pas qu'il est malade. C'est ça le grand drame. Parce que peu importe la maladie, le fait de se rendre compte qu'on a un problème, c'est un très grand truc en fait. Okay? Mais dans les maladies mentales sévères, la personne ne se rend pas compte qu'elle est malade. Et c'est là la grosse difficulté. Parce que le gars, ne se rendant pas compte qu'il est malade, il n'ira pas consulter. Et il va continuer tout bonnement sa vie dans la logique de la maladie qui lui est imposée. Donc, ce qu'il y a lieu de faire pour eux, si on l'approche et on lui parle, on le convainc de venir consulter, et qu'il ne le veuille pas, ce qui serait normal parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est malade, on est obligé de le faire, soit de trouver une astuce pour le tromper et l'amener à l'hôpital, ou de l'amener de force. Parce que quand bien même ils sont amenés de force, une fois qu'on les traite, dès qu'ils reviennent à eux, ils disent merci de m'avoir accompagné à l'hôpital. Bien que vous voyez souvent dans les hôpitaux, on dit qu'on attrape quelqu'un de force, on l'amène à l'hôpital là. Dès qu'on finit de le soigner, le gars dit grand merci de m'avoir amené à l'hôpital. Ça, c'est la preuve que c'est la maladie qui faisait qu'il refusait de venir à l'hôpital. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, dans les rues, on va dire, au-delà de ça aussi, il y a la difficulté d'accès aux soins. Hein, parce que même dans la rue, on trouve des gens qui ont des fractures.
Celui qui a le paludisme ou une insuffisance cardiaque ne va pas aller de la rue, il va rester à la maison, mais il fait toujours des personnes, il fait toujours partie des personnes qui n'ont pas accès aux soins. Donc ça, c'est un manque d'accès aux soins comme tant d'autres enfants. Et comme on le dit, quel est le moyen de reconnaître que cette personne est en difficulté, par exemple? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux savoir comment savoir si quelqu'un a une maladie mentale? Oui, comme par exemple la dépression qui est vécue beaucoup plus chez nous dans ces dernières années. Comment est-ce qu'on peut reconnaître pour une maman qui est à la maison et qui a son enfant qui est en train de faire une dépression et qui n'arrive pas à s'exprimer? Peut-être elle a dû faire quelque chose qui va peut-être déplaire à ses parents et elle ne veut pas en parler. Comment est-ce que la maman peut détecter le mal en sa fille ou en son fils? Bon, disons qu'avant de répondre par rapport au cas spécifique de la dépression, on va d'abord donner une lecture globale de comment reconnaître quelqu'un qui a une maladie mentale. La maladie mentale porte sur 4 critères. Le premier critère, c'est l'humeur. L'humeur, comme j'ai dit tantôt, c'est comment je me sens. Donc, quelqu'un peut être triste, au point où quand tu le vois, tu sens qu'il est triste. Okay? Et tellement triste qu'il ne fait plus ce qu'il faisait hier, qu'il ne parle pas à l'école, qu'il a même du mal à étudier, qu'il a du mal à l'école, ses notes baissent, ou qu'il ne parle même plus avec les gens à la maison, il s'isole dans son coin. Ça veut dire que c'est problématique. Ou alors ça peut être l'inverse, il est tellement content que même sa façon d'être content est problématique. Il est tellement content qu'il n'a plus le temps pour dormir, il est tout le temps avec des gens que lui-même, que personne ne connaît, comme lui ne connaissait pas hier, toujours en train de rire, on ne comprend pas de quoi il rit, il prend sa part de nourriture, il ne mange pas, il partage ses mots aux gens. Bon, ça devient curieux. Pourtant on voit comment il est aussi immigré. Ou même les peurs, une peur excessive, tout ça entre dans l'humeur. Le deuxième critère, c'est le cognitif. Cognitif, c'est l'intelligence en fait. Un enfant de 5 ans qui ne connaît pas dire son nom, c'est problématique. Un monsieur qui oublie la route de chez lui, c'est problématique. Un monsieur qui, à peine on lui dit un truc, il oublie au point où ça interrompt son travail. C'est performance parce qu'il oublie trop. C'est problématique. Okay? Le troisième aspect, c'est l'attitude. L'attitude, c'est ce qui est observable de la personne. Quand quelqu'un mange dans la poubelle, c'est problématique. Quand quelqu'un fume, alors que c'est écrit sur le bâton de cigarette, sur le carton interdit de fumer le tabac tue, ça c'est problématique. Quand quelqu'un prend de l'alcool, il rentre chez lui, il bat sa femme parce qu'il était sourd. Et le lendemain, il prend encore de l'alcool, c'est problématique. Ou il prend de l'alcool, il fait un accident de la voie publique, ou il tombe là, il chope il se blesse, et le lendemain, il prend encore de l'alcool. Ça c'est problématique. Ok? Donc c'est tout ça. Donc, ça c'est le troisième aspect. Maintenant, le quatrième aspect, c'est justement quand l'un de ces 3 aspects-là a un retentissement sur le fonctionnement. Donc, quand tu rentres hier, quand tu bats sur ta femme, vraiment c'est problématique. On se dit que non, là, ça a dépassé les limites. Ok? Quand tes notes chutent à l'école, on se dit que non. Même si tu es triste, la tristesse normale ne va pas jusqu'à ce que les notes chutent, jusqu'à ce que peut-être tu aies des idées suicidaires ou l'envie de te suicider, ou même une tentative de suicide. Parce qu'on en reçoit beaucoup qui ont bu l'eau de Javel voulant se suicider. Mais on banalise, mais habituellement, ce sont ceux-là qui finissent par se tuer. Parce qu'il faut rappeler que chaque jour au Cameroun, 7 personnes se suicident. Donc ce n'est pas un phénomène en dedans, c'est juste parce que c'est tabou, qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du problème. Donc, si en même temps tu es tellement content que tu vides ton compte, tu partages l'argent, on se dit que là c'est problématique. Donc maintenant, sur le cas particulier de la dépression, comme je disais tantôt, si l'enfant est triste, il s'isole, on se rend compte que il a un faciès triste, il n'interagit pas avec les gens, à l'école même. Il s'isole, ses notes chutent, ou même on se rend compte que la nuit il ne dort pas. Et quand on l'approche, comme je t'avais dit de l'approcher, lui demander qu'est-ce qui se passe. Okay? Et il explique, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut corriger ça. Habituellement, un délai raisonnable, c'est 2 semaines. Si on n'arrive pas à le faire en 2 semaines, c'est que là, il est temps de consulter un professionnel. Parce qu'on peut être triste et que peut-être c'est que ton gars t'a barré, c'est normal, ok? On gère ça, normalement en 2 semaines ça devrait passer. Mais même si ton gars t'a barré, c'est qu'il se comprend que tu sois triste, et que la tristesse a duré plus de 2 semaines, c'est qu'il est temps de consulter un professionnel. Donc c'est en gros ça. Et il ne faudrait surtout pas se dire que, oh elle est paresseuse, c'est l'abattre. L'abattre, ça ne fait qu'empirer le problème. Je crois que, au-delà de... Parce que les gens ont souvent peur
d'aller chez le psychiatre, ou je ne suis pas fou, ou c'est monté, descendu. Mais au-delà de tout ça, je crois que le plus important, c'est que le problème soit résolu. Quand on trouve la solution chez le psychiatre ou n'importe où, le plus important, c'est que le problème soit résolu. Donc, si on est convaincu qu'on peut trouver la solution quelque part, je pense que ça fait sens d'y aller. Vous avez parlé tout à l'heure de 4 critères et le troisième était celui par exemple qui boit et qui rentre frapper sur sa femme par exemple. Est-ce que ça peut avoir, comment je vais reformuler, ce genre d'individu, est-ce que ça peut être une addiction ou alors est-ce qu'il a besoin d'aide psychiatrique pour pouvoir arrêter ça? Déjà, l'addiction est une pathologie psychiatrique. Okay? Maintenant, si tu bois et que tu bois trop, c'est qu'effectivement, l'une des possibles explications qu'il y a en dessous serait l'addiction. Ça peut aussi être d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas poser le diagnostic d'emblée parce qu'on a entendu qu'il a bu, il a battu sa femme. Il faut une évaluation pour comprendre vraiment c'est quoi le problème et comment remédier à ce problème. Pour finir, on va vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Parce que, comme je disais à l'entamé, en Afrique, les sujets de troubles mentaux ne sont pas très abordés parce qu'on se dit que non, ça ne nous concerne pas. C'est beaucoup plus en Occident qu'on voit ce genre de cas, les maisons, les centres psychiatriques. On voit des personnes qu'on a attachées, par exemple, parce qu'ils sont violents. Ici, chez nous, une personne peut se suicider ou alors et on va prendre ça comme ça, on va se dire, bon, est-ce qu'avec toute la vie qui est belle là, comment est-ce qu'elle a pu se suicider? Pourtant, elle souffrait intérieurement, on ne l'a pas vu. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nous, Africains, sur ces troubles? Donc, ce que je vais dire, okay, c'est il faut d'abord qu'on brise ce fameux mythe, comme quoi c'est la maladie des Blancs. La vérité, c'est quoi? C'est que, comme je disais tantôt, au Cameroun, chaque jour, il y a 7 personnes qui se suicident. Ça, c'est un taux de suicide similaire au taux de suicide aux États-Unis. Et en fait, on se suicide au Cameroun plus qu'en France. Donc vraiment, c'est vraiment le problème de qui en premier. Si on prend les maladies mentales, il y a plus de maladies mentales en Afrique qu'en Occident. Donc, est-ce que c'est vraiment l'affaire des Blancs? On a dit tout à l'heure, les maladies mentales peuvent être secondaires au stress. Quand vous regardez vraiment, vous pensez que la vie en France est plus stressante que la vie au Cameroun? Non, docteur. Ok, d'accord. Donc je crois que là, on se comprend. Donc ce n'est pas une affaire des Blancs. Ça nous concerne au premier titre. Mais malheureusement, on n'a pas de quoi prendre en charge ces gens-ci. C'est pour ça qu'effectivement, on ne va pas voir les gars attachés. Parce qu'au lieu d'être attachés et visibles dans des hôpitaux, ils sont attachés et enfermés dans les maisons où on les cache. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. C'est juste qu'ils ne sont pas où on va les voir. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est quoi? C'est que ça se soigne. Et il faut toquer à la bonne porte pour être soigné. Et quand je dis soigné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te prend en charge et après, tu es impeccable. Quand on te voit, on n'a pas de raison de penser que tu as un jour eu un problème. Tu mènes une vie parfaitement normale, tu es autonome, tu mènes ta vie. C'est ça que j'appelle soigner. Ok? Ça se soigne. Donc, je crois que le plus important, c'est vraiment que la personne retrouve sa santé. Et qu'on dépasse la peur ou le stigma. Et même si on a peur, quand ton patient est dans un hôpital, qui va venir le voir là-bas? Tu peux l'amener en toute discrétion, le soigner après, il sort ni vu ni connu. Donc je crois que le message clé, c'est que, il faut qu'on comprenne que, en fait, nous on a plus de maladies mentales chez nous que les Occidentaux. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que ça se soigne. Et qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est une maladie comme les autres, ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est épargné. Même moi, je ne suis pas épargné. Donc, c'est ça. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un seul psychiatre pour 500 000 habitants. Et sûrement, c'est aussi cette lourde charge-là pour un seul psychiatre. Avoir 500 000 habitants, sûrement, c'est ça qui freine aussi le fait qu'on rencontre beaucoup ces personnes présentant des troubles mentaux. Oui, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Mais je pense que si les patients, si la population est consciente de ce que c'est que la maladie mentale et demande les soins, on va trouver les moyens pour leur apporter les psychiatres qu'il faut.
Merci docteur, j'espère que vous avez écouté les conseils du docteur. Ne restez plus avec des personnes malades à la maison sous prétexte parce que parfois on se dit non, c'est la sorcellerie ou alors il a dû voler quelque chose dehors et c'est ça qui a fait en sorte qu'on aille faire des pratiques. Je crois que s'il faut que j'ajoute un truc, ça peut paraître curieux, hein, mais je crois que peut-être que si vous interrogez mes précédents patients, c'est là que vous aurez la conviction que ce que je m'en vais dire là est vrai. Peu importe d'où la maladie vient, qu'elle soit mystique, religieuse ou quoi que ce soit, ça se soigne à l'hôpital. Ce sera difficile à croire, donc je crois que le plus simple serait d'aller demander à mes précédents patients ou d'aller voir même sur les réseaux sociaux mes patients qui parlent souvent. Ils vont vous dire que eux aussi, ils avaient cette conviction-là que c'était mystique, ok, mais qu'ils ont été soignés. Voilà, comme je le disais tantôt, ne restez pas à la maison, ne vous dites pas que non, elle est partie ou alors il est parti charmer sa femme ou son mari et s'est retourné contre lui ou elle. Prenez d'abord la peine de conduire votre proche à l'hôpital, voir un psychiatre, ça peut être à Edimer, voir le docteur Token, on ne sait pas, mais conduisez quand même votre proche d'abord à l'hôpital. Le diagnostic est fait et là, vous verrez si la personne n'est pas guérie ou pas. C'est pas ça, docteur? Oui, disons qu'on va faire notre travail. Le leur, c'est de venir avec le patient. C'était un plaisir d'être avec vous, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Surtout, merci de mettre les conseils du médecin en pratique. Merci à vous, docteur. Vous avez un mot? Bon, je crois que tout a été dit. Hein. N'ayez pas peur du psychiatre. Le plus important, c'est d'être soigné. Et le psychiatre, il est membre d'une équipe de santé mentale. Okay? Il y a le psychologue, il y a l'infirmier en santé mentale, il y a le médecin généraliste. Donc, vraiment, il ne faudrait pas se cacher avec ses souffrances. Okay? Venez, on vous aide et ce sera de l'histoire ancienne. Vous l'avez écouté, c'est toute une équipe qui sera derrière vous pour vous prendre en charge et vous de redonner le sourire, de vous redonner votre santé mentale. Tout compte fait, c'était un plaisir, comme je l'ai dit tantôt. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Allo Docteur. Shalom.